Un murmure de stupeur a parcouru l'assistance. Le juge a haussé un sourcil. Son avocat a plongé le visage dans ses dossiers. Mais elle n'avait pas fini. Ma belle-mère, Madame Lefebvre, s'est levée ensuite. Elle m'a pointé du doigt avec des mains tremblantes en disant que marier sa fille à cet imbécile était la plus grande erreur de sa vie et qu'elle avait ruiné l'avenir de son enfant de ses propres mains. Ce n'était pas de la colère, c'était du regret, non pas pour le comportement de sa fille, mais pour m'avoir laissé entrer dans leur précieuse famille. Et je suis resté silencieux. Je m'appelle Nicolas Beaumont et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne me battais plus pour mon mariage. Je me battais pour le dernier lambeau de ma dignité. Nous étions au tribunal pour le divorce après 7 ans de mariage, sans enfant, sans bataille pour la maison, juste un assassinat de ma réputation habillé de vêtements de luxe et de documents juridiques. Elles affirmaient que j'étais instable, dangereux, émotionnellement imprévisible. J'avais lutté contre la dépression une fois après le décès de mon frère Julien. Je suis allé en thérapie. J'ai cherché de l'aide. Je lui avais tout raconté à l'époque où nous partagions encore de la confiance et des dimanches matins calmes à prendre le café en terrasse dans le quartier du Marais. Maintenant elle utilisait ma vulnérabilité comme une arme pour obtenir une prestation compensatoire plus élevée. Le juge s'est tourné vers elle et a posé une seule question qui a glacé la pièce. « Est-ce que vous ne comprenez vraiment pas qui il est ?» Son visage s'est figé. L'avocat à ses côtés s'est raidi car ce qu'il ne savait pas c'est que le juge me connaissait personnellement depuis des années suite à une affaire que j'avais aidé à résoudre en tant que bénévole pour les victimes de violences. Le même tribunal où je siégeais maintenant en tant qu'accusé. Et en une seconde, tout a basculé. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Le silence après la question du juge a duré si longtemps qu'on aurait pu entendre un stylo rouler sur une table. Est-ce que vous ne comprenez vraiment pas qui il est ? Mon épouse a cligné des yeux en demandant pardon. Le juge l'a regardé directement. Pas en colère, même pas déçu, juste fatigué. Le genre de fatigue qui vient du fait de voir la même performance trop souvent de la part de gens qui se croient malins. J'ai déjà vu cela auparavant. Une personne prend quelqu'un de gentil, de vulnérable, d'honnête, et elle utilise ses qualités comme des armes contre elle jusqu'à ce que l'histoire soit réécrite et que celui qui est gentil devienne celui qui est fou. Son avocat a tenté de s'opposer en disant « Monsieur le juge, nous n'étions pas au courant de précédent. » Le juge l'a coupé. « Vous auriez dû regarder de plus près. » Puis il m'a regardé et a dit « Monsieur Beaumont, je me souviens de l'audience Prévost. Vous étiez l'un des seuls civils à avoir témoigné même quand ce n'était pas sûr. Je me souviens de vous. » Le visage de mon épouse s'est fissuré. Pas brisé, mais fissuré comme si le masque qu'elle portait depuis si longtemps ne lui allait plus tout à fait. Elle a regardé son avocat. Il s'est penché et a murmuré quelque chose. Elle a acquiescé puis s'est tournée vers le juge. Je ne voulais pas dire ça comme ça. J'étais bouleversé. Je n'ai toujours rien dit car voici la vérité. Je n'étais pas venu au tribunal pour convaincre qui que ce soit que j'étais stable. J'étais venu pour leur montrer que je n'allais plus la laisser me définir. Pas avec des mensonges, pas avec de la pitié, pas avec des larmes de théâtre. Et en dehors de ce tribunal, je m'étais préparé. J'avais des attestations de mes anciens collègues de la mairie, des dossiers médicaux montrant mon suivi et ma guérison, des preuves de son comportement obsessionnel et un document que son avocat n'avait pas encore vu, un document qui allait changer complètement la direction de ce procès. Car quand vous essayez de réécrire la vie de quelqu'un, vous feriez mieux d'espérer qu'il n'a pas gardé les preuves. Le lendemain matin de l'audience, j'ai reçu un courriel du cabinet de son avocat. 6 juin, un résumé des pièces demandées pour l'examen du tribunal. Veuillez confirmer la réception. J'ai ouvert le dossier juste pour être minutieux et il était là. Un fichier PDF qu'elle n'était pas censée inclure. Un téléchargement accidentel caché à 2 pages de profondeur dans un lot de documents numérisés. Une entrée de journal manuscrit téléchargée et convertie par l'application de notes de son téléphone. Le titre était Plan de divorce angle de la santé mentale. Mon cœur a ralenti pendant que je lisais. Dans ses propres mots, elle détaillait comment elle allait m'isoler en utilisant mes dossiers de thérapie. Utiliser mon chagrin suite à la mort de mon frère pour suggérer une instabilité. Inventer des histoires avec des amis sur mon comportement erratique. Prétendre qu'elle craignait pour sa sécurité émotionnelle. Puis demander le divorce discrètement en s'attendant à ce que je ne sois pas préparé. Elle a même écrit que si elle insistait assez fort sur l'angle de la santé mentale, le tribunal reculerait. Il va céder. Il le fait toujours.
Ce fichier était daté de 3 semaines avant qu'elle ne me signifie les papiers du divorce par huissier. Je l'ai transféré à mon avocat sans commentaire. Puis j'ai imprimé une copie, je l'ai glissée dans une enveloppe et je l'ai déposée personnellement au greffier du juge avec une simple note jointe. Soumis pour examen de l'intégrité suite aux préoccupations de votre honneur concernant la moralité des parties. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel d'un ami commun. Elle est en train de perdre pied, ont-ils dit. Elle dit que tu lui as tendu un piège. Je ne l'avais pas fait. Elle s'était piégée elle-même. J'avais juste attendu. Et maintenant la seule carte qu'elle pensait utiliser pour me briser était devenue la preuve exacte qui exposait tout. Au moment où nous sommes retournés au tribunal, l'atmosphère avait changé. Son avocat avait l'air abattu. Le mien était calme. Le juge était de marbre, mais son ton était plus tranchant qu'avant. Ce tribunal a examiné les nouveaux documents supplémentaires soumis après l'audience. Avant de poursuivre, j'aimerais appeler un témoin de moralité à la barre, a-t-il dit. Son avocat a cligné des yeux. Monsieur le juge, puis-je demander qui a soumis cela? La porte s'est ouverte. Rachel Prévost est entrée. La même Rachel de l'ancienne affaire de violence conjugale dans laquelle j'avais témoigné des années auparavant. À l'époque, elle essayait juste de survivre à un mari violent. Maintenant elle était conseillère pour des centres d'hébergement pour femmes et conférencière communautaire. Elle m'a regardé directement en s'approchant de la barre, puis elle a regardé mon épouse, et quelque chose dans ses yeux m'a dit qu'elle savait déjà tout. Rachel, a demandé le juge, pouvez-vous parler de la stabilité et du caractère de Monsieur Beaumont face au stress? Elle a acquiescé. J'étais terrifié à l'idée de parler lors de mon propre procès. Nicolas était le seul témoin civil qui venait chaque jour. Il conduisait 2 heures pour me soutenir moi et 3 autres femmes au tribunal. Il n'a jamais demandé de reconnaissance. Il n'a jamais ramené cela à lui. Je ne le connaissais pas bien mais j'avais confiance en lui. Et je ne l'ai jamais vu agir sans intégrité une seule fois. Le visage de mon épouse est devenu de pierre. Son avocat lui murmurait furieusement à l'oreille. Puis vinrent les mots du juge. À la lumière des preuves récentes du journal intime et de ce témoignage, le tribunal reconsidéra sa position initiale concernant les affirmations de la partie adverse sur l'instabilité. C'était le moment où elle a réalisé que sa stratégie s'était effondrée. Pas parce que je m'étais battu bruyamment, mais parce que j'étais resté immobile assez longtemps pour que la vérité la rattrape, et c'était le cas. Après le témoignage de Rachel, la salle d'audience s'est installée dans un silence étrange, fragile et calme. Le genre de silence qui s'installe quand la performance meurt et que la vérité prend son premier souffle. Le juge s'est tourné vers mon épouse. Souhaitez-vous répondre, a-t-il demandé en lui tendant une dernière perche. Elle s'est levée lentement en lissant son chemisier. Cette posture soigneusement mesurée qu'elle utilisait toujours quand elle était sur le point de charmer une foule. Cela semblait répéter maintenant. Elle s'est raclée la gorge. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Les choses entre nous s'effilochaient depuis longtemps. J'avais peur que si je ne prenais pas le contrôle du récit, je me retrouverais avec rien. J'ai paniqué. Elle a essayé de pleurer. Une larme est tombée. Je suis resté assis parce que je n'étais pas là pour le théâtre. J'étais là pour les faits. Le juge a haussé un sourcil. Vous avez paniqué et vous avez donc fabriqué une dépression mentale pour obtenir un avantage devant le tribunal de la famille. Ses lèvres se sont entr'ouvertes puis refermées. Son avocat a tendu la main en la posant sur son bras. Un plaidoyer subtil et silencieux pour qu'elle arrête de parler mais c'était trop tard. Je me suis levé enfin, non pas pour riposter, mais simplement pour soumettre une pièce. J'aimerais présenter la pièce 17, monsieur le juge, ai-je dit. Un échange de courriel entre mon épouse et son ami discutant des meilleures phrases à utiliser au tribunal pour me dépeindre comme instable mais pas assez pour un internement psychiatrique. Cela date d'il y a 2 mois. J'ai remis l'enveloppe à l'huissier. Le juge l'a prise, a lu en silence pendant près d'1 minute puis l'a refermée. Merci monsieur Beaumont. Et sur ce, il a annoncé que le tribunal suspendait l'audience jusqu'au jugement final qui serait rendu la semaine suivante. Mon épouse n'a pas regardé en arrière en partant. Son masque était tombé et tout ce qui restait était le dommage qu'elle s'était infligé à elle-même. La salle d'audience était comble quand l'audience finale a repris. Des avocats des 2 côtés, des greffiers, et même quelques journalistes locaux au fond, probablement informés par quelqu'un de son côté espérant une couverture médiatique favorable. Elle portait du blanc, le genre de blanc réservé au mariage ou aux excuses.
Je portais du gris, neutre, calme. Le juge est entré sans expression. Il s'est assis, a examiné le dossier, nous a regardés et a parlé avec un calme mesuré et délibéré. Ce tribunal a examiné toutes les preuves soumises y compris les entrées du journal, les témoignages de moralité, les communications numériques et les aveux volontaires faits sous serment. Mon épouse s'est agitée sur son siège. Sur cette base, le tribunal trouve des preuves claires et convaincantes de fausses déclarations préméditées sur l'état mental de la partie adverse avec l'intention de manipuler les résultats juridiques et la perception du public. Elle a tressailli. En conséquence, toutes les demandes déposées par la requérante, y compris les demandes de prestations compensatoires, de partage des biens communs et de dommages et intérêts pour préjudice moral, sont par la présente rejetées. Son avocat a cligné des yeux 2 fois. Pas d'objection, juste le silence. De plus, a continué le juge, le tribunal attribue à la partie adverse la pleine propriété de la résidence conjugale, l'exonération des dettes partagées et la restitution des actifs personnels qui avaient été précédemment gelés sous de fausses allégations. Je n'ai pas bougé, même pas pour respirer. Il l'a regardé une dernière fois. Madame Beaumont, les tribunaux existent non seulement pour protéger les vulnérables mais pour protéger la vérité elle-même. Vos actions ont cherché à exploiter les deux. Ce tribunal vous recommande d'y réfléchir. Coup de marteau. C'était fini. Elle est passée devant moi dans le couloir sans un mot. Ses talons étaient trop bruyants pour le calme qu'elle laissait derrière elle. Plus tard dans la soirée, j'ai ouvert le dernier document de mon avocat. Il était intitulé Jugement final, restitution de l'honneur. Ce n'était pas seulement une conclusion juridique. C'était un rappel écrit. Elle a essayé de m'enterrer avec des mensonges. Et je l'ai laissé creuser sa propre tombe avec ses propres mots. La semaine suivante, ses pages de réseaux sociaux avaient changé. Fini les photos de vacances, les clichés de plages filtrées, les citations inspirantes sur la guérison et la liberté. Maintenant tout était silencieux. Une photo de profil vide, un compte privé, aucune activité récente parce que son histoire ne fonctionnait plus. Les amis communs que nous partagions, la plupart ont cessé de l'appeler. Certains m'ont envoyé des messages privés. Je n'avais aucune idée que c'était devenu si grave. Elle nous a dit que tu étais instable. Elle a menti à tout le monde. Je n'ai pas répondu à la plupart. Pas par orgueil mais parce que je n'avais plus besoin de validation. La meilleure partie de la vérité est qu'elle voyage sans microphone. Et une fois qu'elle atterrit, elle n'a pas besoin d'être défendue. J'ai reçu un courriel cette semaine-là de Rachel Prévost, le témoin du tribunal. Elle a écrit « J'ai déjà vu des femmes comme elle. Elles utilisent la santé mentale comme une arme non pas pour se protéger mais pour réécrire la réalité. Vous voir là dans le silence en laissant la vérité faire les dégâts demande une force que la plupart des gens ne trouvent jamais. 6 juin un dépliant pour une petite association à but non lucratif. Elle construisait quelque chose de nouveau, quelque chose pour lequel je pourrais vouloir aider. Cette nuit-là, j'ai marché dans la maison et j'ai remarqué à quel point elle semblait enfin calme. Pas vide, paisible. Dans le tiroir à côté de mon lit, j'ai trouvé un vieux post-it de mon frère, celui que je gardais glissé entre des livres depuis des années. Ne laisse personne transformer ta douleur en leur spectacle. J'ai souri, je l'ai plié soigneusement et je l'ai reglissé à sa place. Elle a essayé de faire de moi le méchant, mais je n'ai pas riposté avec du bruit. J'ai attendu, je me suis préparé, j'ai documenté, j'ai laissé ses propres mots l'enterrer. Et à la fin, ce silence était plus fort que tout ce qu'elle avait crié au tribunal. Un mois après le jugement final, j'ai été invité à parler dans un groupe de parole locale pour des hommes se remettant de relations émotionnellement abusives. J'ai failli dire non, je ne suis pas un orateur public, je suis un homme calme, je n'aime pas raconter mes traumatismes pour le spectacle. Mais quelque chose dans le fait de se tenir devant des gens qui ont traversé la même guerre silencieuse semblait nécessaire. Je leur ai dit ce que je n'avais pas dit au tribunal. Comment la honte s'insinue par les fissures que les gens laissent en votre nom. Comme il est facile de douter de soi-même quand quelqu'un que l'on aime commence à réécrire votre histoire. Un mensonge à la fois. Comme il est terrifiant de réaliser que votre silence est devenu leur arme. Et puis je leur ai dit ce que j'avais appris. Que le silence peut être reconquis. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il serrait la mienne et disait « Vous ne vous êtes pas seulement défendu, vous nous avez appris comment rester debout quand ils essaient de vous écraser. » De retour à la maison, je suis allé dans la cuisine et j'ai trouvé une enveloppe sur la table, une lettre du juge.
À l'intérieur se trouvait un certificat. Reconnaissance judiciaire de l'engagement bénévole auprès des tribunaux. Signé et tamponné. Simple. Vous vous êtes souvenu de ce que j'avais fait pour Rachel toutes ces années auparavant. Vous vous êtes tenu debout pour les autres quand personne ne se tenait debout pour vous. Et quand ce fut votre tour, vous n'avez pas fui. Vous vous êtes levé. J'ai épinglé le certificat à côté de la vieille guitare de mon frère. Et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, je n'ai pas eu l'impression d'avoir survécu à quelque chose. J'ai eu l'impression d'y avoir mis fin avec la vérité, avec le calme, sans s'en verser, juste des mensonges défaits. Cette histoire est un rappel puissant que la vérité finit toujours par triompher, même face aux manipulations les plus sombres. Le silence de Nicolas Beaumont n'était pas une faiblesse, mais une stratégie de dignité. En France, les procédures de divorce peuvent parfois devenir de véritables champs de bataille où l'on cherche à détruire l'autre, mais l'intégrité reste la meilleure des défenses. La manipulation de la santé mentale est une tactique cruelle qui peut laisser des cicatrices profondes, mais comme on le voit ici, les preuves finissent souvent par refaire surface au moment le plus inattendu. Que pensez-vous de la réaction du juge dans cette affaire? Pensez-vous que le silence soit toujours la meilleure réponse face à des calomnies, ou faut-il parfois élever la voix pour se faire entendre?